on est lundi, donc avec ce bout de barbe qui apparaît, donc je pourrais me demander à quoi je ressemble, puisque je peux me rappeler de ce membre de la famille disparu maintenant, mais qui finalement avait arboré une belle barbe, bien blanche, et qui le faisait ressembler à son grand-père. C'était assez extraordinaire à quel point la ressemblance était flagrante et était un peu ressentie par tout le monde. Alors, je me demande, moi, avec ma barbe blanche, à quel membre de ma famille, évidemment éteint, puis-je ou ressembler, ou puis-je penser que je ressemble, en tout cas, je ne ressemble pas à mon père, évidemment, voilà. Donc, et je ressemble pas non plus à mon grand-père, donc, paternel ou maternel, puisque le grand-père maternel n'avait pas de barbe, mais j'ai pas l'impression que je lui ressemble, je sais pas. Donc fondamentalement, pour revenir sur cette chose qui apparaît de toute façon, non pas récurrente, mais présente devant soi. Souvent, on parle des gens, comment dire, en fonction de leur statut. Le statut se construit, évidemment, et des gens arrivent à un moment avancé de leur vie à pouvoir présenter une certaine, comment dire, quelque chose de concret. Ils ont acquis, ils ont construit une carrière, un savoir, ils ont construit peut-être une réputation, ils ont acquis un magistère. Alors si on pense, par exemple, si je pense à Henri Laurence, qui évidemment revient sur sa marotte, qui est le Proche-Orient, évidemment pas le Proche-Orient ancien, là c'était quelqu'un d'autre, mais là le Proche et le Moyen-Orient actuel, ou plutôt un petit peu fin 19e, voilà, et début 20e, et voilà, un peu là du côté, un peu rapport avec l'Empire ottomanien. Donc, voilà, c'est quelqu'un, une référence, la référence, en tout cas française, puisque, évidemment, on vient de décéder une référence en ce qui concerne le Proche-Orient très contemporain, qui est un Italien, voilà, dont j'ai oublié le nom, et qui vient de décéder. Donc, ce n'est pas, Laurence n'est pas une référence mondiale, c'est une référence française. Je ne sais même pas s'il publie en anglais. En tout cas, je suis allé voir, en ce qui concerne le spécialiste italien, il ne publiait qu'en italien, en tout cas sur le site où je suis allé. Voilà, donc c'est ça la chose. Alors, faut-il avoir quelque chose à présenter à l'autre ou à soi-même? Faut-il se prévaloir d'une carrière, comment dire, devrais-je ou devrait-on dire finalement je suis l'auteur, je suis celui qui a fait avancer la spécialité dans mon domaine, j'ai la paternité de telle ou telle thèse, etc. Faut-il cela? Bien entendu, quand on n'a pas ça, on se rabat sur une sorte de questionnement, on conteste un peu la validité de tout cela. Et après, qu'est-ce que ça change? Si, par exemple, on peut dire à quelqu'un a compris quelque chose, voilà, c'est un Français, bien sûr, administrativement, et peut-être même plus parlant, c'est bien un Français, donc a priori, il est compréhensible de ses compatriotes,
Donc, obligatoirement, ces écrits vont diffuser du côté du Quai d'Orsay des diplomates. Et on ne verrait pas, par exemple, un comportement, une attitude française actuelle qui s'implique dans le différend turco-grec, dans le sens où là on a un problème très clair, il y a un legs, il y a un vestige de l'histoire ou quelque chose d'anormal qu'il va falloir normaliser. Il y a des îles qui ont été attribuées à la Grèce et qui se retrouvent à portée de regard, à portée de main même, des rivages turcs. Ce n'est pas possible. Là, il y a une contradiction, il y a une chose, il y a quelque chose de presque, c'est un scandale, et c'est un non-sens permanent. Donc on doit corriger. Donc fondamentalement, l'État turc, successeur ou pas, affirmé ou pas de l'Empire ottomanien, donc on peut dire, oui, ben on n'a pas besoin d'entrer en guerre contre la Turquie pour ça. Donc on doit essayer de rapprocher, je sais pas, créer une administration comme pour Jersey, une administration partager des îles, je sais pas, mais au moins ne pas encourager la partie grecque dans son irrédentisme anti-turc et vraiment tout ce qui touche à la Turquie, évidemment. Mais là, est-ce que ça permet, par exemple, de pas s'engager du côté, je sais pas, finalement, d'avoir une approche beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus normalisée, beaucoup plus intégrée de ce qui se passe au Proche-Orient, etc., etc. Je ne sais pas ce que peut faire un chercheur qui va passer, on va dire, une grande partie de sa vie à chercher dans les documents, dans les archives, et que finalement, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter pour aider à la prise de décision politique, finalement, à l'implication ou pas de son gouvernement dans les affaires en cours. Alors je sais pas, je pose la question, je me suis déjà un petit peu éloigné de la question, elle me paraît pas si importante que ça, je m'en fiche en fait. Donc alors avant peut-être que Laurence est en train de faire son testament. Laurence est un peu fatiguée, sa voix est fatiguée, son visage est fatigué, j'imagine son corps aussi, il est sur le point de s'en aller. Donc, quelque chose qui ne me convient pas. Comment peut-on finalement découper le réel, la réalité, pour se concentrer ou se centrer sur une partie du réel. Le réel est une totalité, est un ensemble indivisible. Donc, les spécialistes, je ne sais pas à quoi ils servent, peut-être c'est une question une question matérielle, toute simple, pour pouvoir comprendre une question où les origines d'un problème où il faut remonter au passé récent, passé moins récent, en tout cas il faut passer du temps dans les archives. Donc ça demande du temps, donc ça prend des décennies, et voilà, on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais on peut imaginer que, par exemple, pour ce qui est des sciences biologiques, là, pour comprendre un peu la mécanique du vivant et pour pouvoir en fait régler quelques difficultés qui surgissent ici ou là. Donc il faut partager la tâche, puisque la tâche est immense, il faut la partager. Là je comprends qu'on se spécialise, mais après se spécialiser, devenir, je sais pas moi, spécialiste d'Alexandre, spécialiste moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel actuel, le réel de maintenant.
comment faire pour pouvoir finalement non pas prendre pied dans le passé, mais prendre pied dans l'avenir, dans ce qui est encore en gestation. Donc, je sais pas, j'ai pas la force pour me lancer dans dans un développement évidemment de ce type. Je trouve pas, c'est pas que ce soit pas utile, je l'ai sûrement déjà fait, donc c'est pas tellement de circonstances, je dirais. En tout cas, on est là et simplement, je voulais parler d'une chose qui m'apparaissait importante, c'est que dans le bilan que l'on fait, souvent dans le bilan que l'on fait, peut-être qu'on fait à un moment donné, qu'on fait de façon très régulière, comparé à d'autres moments, en fait, on avait une idée assez vague du bilan, on ne s'attachait pas au bilan parce qu'on était en train de s'activer. Donc le bilan, ça demande un temps de retrait, donc on était totalement impliqué dans les événements, et donc le bilan, c'est le moment où on fait du bilan, le moment où en fait on a du temps devant soi. Mais après on fait un bilan et on a tendance plutôt à le prendre que d'un seul côté, un bilan majoritairement négatif, un bilan majoritairement acceptable. On ignore, on laisse de côté le fait que quoi qu'on dise, le fait d'être vivant est déjà une réussite, est déjà une chose à prendre en considération. C'est la donnée la plus importante, c'est d'être encore vivant. Parce que c'est pas exactement la chose la plus sûre, chose dont on est assuré. Rester en vie, c'est une chose très, je veux dire, assez hypothétique. Certains se mettent en danger très régulièrement, mais d'autres pas tant que cela, mais n'empêche qu'ils ont des tas d'occasions de mourir très jeunes, voire de mourir un peu en début en début de vieillesse, mais normalement, on doit mourir après 60 ans, 70 ans, 65 ans. Là, ça commence à être logique, si l'on peut dire. Mais on peut mourir bien avant parce que on s'est mis en situation dangereuse. Et la conclusion logique et la conclusion normale, c'est de connaître une interruption prématurée de vie. Donc être en vie, être capable d'articuler des mots, d'essayer de produire un raisonnement, c'est déjà avoir, ça veut dire qu'on a les capacités intellectuelles pour cela, les capacités mentales, pour ne pas toujours intellectuelles, allez vous faire fiche intellectuelle de mes deux. Mental, simplement, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'intellectuel, c'est le mental. Ça c'est, je suis nul en intellectualisme et nul en manualisme, alors je préfère plutôt dire un mental. J'ai un mental, je suis pas intellectuel, j'ai un mental. Et un mentaliste ou un mentalien, je fais confiance au mental. Mon mental, pour l'instant, il me soutient. Il lui arrive de connaître quelques déficiences, mais mais dans l'ensemble, ça va. Le corps, c'est à peu près, on peut dire, il est un peu affaibli, mais pour l'instant, la capacité de parler à voix claire, de parler sans se prendre les pieds ou la langue dans les mots, d'être
la capacité de pouvoir parler fort quand on en a envie. C'est déjà ça. On peut prendre ça en compte. Donc, dans le bilan, il faut prendre quelque part, j'ai subi des dégâts, mais fondamentalement, mon projet est à terre, mais moi je suis vivant. Donc, j'ai l'occasion, la possibilité de reconstruire. Je peux ne pas reconstruire, il se peut que cela me soit impossible, mais l'hypothèse reste valable. Je peux reconstruire, c'est si j'ai suffisamment de ressources mentales, si j'ai suffisamment de relais, voilà, des gens qui vont m'aider, qui vont s'impliquer dans cette affaire de reconstruction, je peux me lancer dans la reconstruction. Et après, j'ai un délai. Évidemment, la catastrophe qui m'a mis bas, elle a peut-être des chances de se répéter, mais il y a un laps de temps. Donc, même pour des choses très prévisibles, comme des inondations catastrophiques, ça peut revenir, mais ça peut mettre, comme ça peut mettre quelques décennies avant de revenir dans une sorte de vague, comment dire, qui emporterait tout ce qu'elle rencontrerait sur son passage. Donc finalement, il y a un laps de temps. Et nous, on a toujours, notre temporalité, elle n'est pas énorme, ce fait que le temps de vie, il nous permet, voilà, de connaître des moments de répit. Donc, je me reconstruis, ça, j'en profite pendant 10, 20, 30 ans, c'est déjà pas mal. Mon projet reconstruit peut me survivre, donc déjà, alors voilà, donc je prends en compte que finalement, ce qui est important, c'est d'être encore vivant pour pouvoir se lancer dans la reconquête ou la reconstruction. Peu importe ce que l'on sera capable de reconstruire, mais on est dans la reconstruction. Alors mort, on est dans autre chose. On n'est plus dans la reconstruction matérielle, on est dans la recombinaison. Alors nos atomes se recombinent à d'autres atomes, on est un peu, comment dire, on n'a plus la maîtrise des choses. Alors voilà, notre essence est disséminée aux quatre vents. Alors que là, on a la capacité de garder une cohérence, de garder une idée, l'idée qu'on se fait de soi, une mémoire, un récit, et puis la capacité de faire un choix, de choisir, d'hiérarchiser entre les inclinations. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, donc il suffit, je sais pas, avec quelqu'un qui serait un néo-adorateur du soleil, pour y dire, tiens, aujourd'hui, je me lève et je me mets en adoration. C'est une belle journée pour adorer le soleil. Je me mets dans une position, dans un état d'esprit où je fais, comment on pourrait appeler ça, où je me mets à, non pas à remercier ou à rendre grâce, je sais pas comment on pourrait imaginer un culte, mais un culte, bref, au soleil. Voilà, un culte, est-ce qu'il doit être composé de génuflexion ou flexion ou quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'il doit s'inspirer des autres rituels et d'autres manières de rendre culte aux divinités, j'en sais rien. En tout cas, on peut dire merci, tout simplement, merci à toi, soleil. Mais le culte, il est pour un soleil particulier. Il est pour un soleil, non pas un soleil d'été, fort et presque trop fort, il est pour un soleil délicat, un soleil
bienveillant, un soleil qui éveille un sentiment très entre comment dire, vous vous mettez à l'endroit où il y a un maximum de soleil et vous faites plante, vous nourrissez de ce soleil, vous le sentez, vous irradiez, vous inondez, vous pénétrez. Ah, ce soleil, ce beau soleil là, tout est bon en lui, il n'y a rien à jeter. Il vous grille pas, au contraire, il vous touche de façon très douce, il vous caresse, il vous réchauffe, il vous donne du plaisir en même temps. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez essayer de vous aligner sur d'autres personnes, à d'autres moments, quelques-uns de votre parentèle, par exemple, et les imaginer eux aussi dans cette position, en train d'être, comme par exemple, le moment que tout le monde, je dirais, en m'inspirant de mon propre histoire, je dirais, tout le monde est en vénération devant le soleil du matin. À l'aurore, quand le soleil commence à se lever, il y a un sentiment d'émerveillement, évidemment vis-à-vis de cette chose qui monte, et qui, pendant cet instant, elle ne fait pas peur, elle n'impressionne pas, elle vous écrase pas, elle monte, et cette montée inexorable, et cette ascension à laquelle vous assistez. Et vous savez que vous avez une journée devant vous, et vous savez que cette journée va être lumineuse malgré tout, que finalement c'est une journée sous le signe de presque d'une certaine vous avez la protection, maintenant une protection un peu pesante, mais vous savez que vous allez pouvoir vous livrer à vos occupations parce que le soleil vous assure une certaine sécurité. Vous êtes de la lumière, vous n'êtes pas de l'obscurité. Dans l'obscurité, vous avez peur, vous n'êtes pas à votre aise. En pleine lumière, là, vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre monde. Et le soleil, il vous rend le monde accessible. Il vous réinvente le monde. Il vous réintroduit dans le monde. Voilà, c'est ça l'intérêt du soleil. Le soleil levant. Et voilà, lever de soleil. Après, on peut être aussi en admiration devant le coucher de soleil, mais ce n'est plus la même chose. Donc, voilà comment et donc une chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, souvent on parle qu'on est un peu trop habité par certains souvenirs qui deviennent oppressants. Ils ne veulent pas s'en aller. Le problème est que après, c'est pour ça que j'ai parlé de bilan, etc. On a l'impression de ne voir de ces souvenirs que les moins agréables. Le problème, il se complexifie dans le sens où il y a des souvenirs récurrents et il y a des souvenirs qui le sont moins. Et pourtant, voilà, on n'a pas accès à la totalité de ces souvenirs. On pourrait habiter dans ces souvenirs, ne faire que cela. Mais on n'habiterait que dans une partie. Il y a des souvenirs qui ont disparu de façon totale. Effacés comme n'ayant jamais, qui normalement sont rattachés à des événements, mais comme si ces événements n'avaient jamais existé. Vous avez un personnage, ce personnage est présent, omniprésent. Mais vous en avez d'autres qui ne se présentent ou ne se représentent jamais. Pourquoi? Là, je pense, il y a une fille
je me suis retrouvé dans un milieu où il y a beaucoup de filles. Je me suis intéressé à quelques-unes d'entre elles et à une, je peux pas dire en particulier, mais il y en avait une qui me plaisait. Elle était haute, grande, fine, un côté un peu garçonne, mais énormément de distance. Donc, elle maintenait une grande distance. Cette fille s'appelait Cybèle. Cybèle. S-I-B-Y-L. Je ne savais pas comment traduire. Un prénom auquel je n'étais pas du tout habitué. Donc, obligé de l'intégrer. Un jour, je trouve une de ces photos d'identité, par terre. J'essaie de la lui passer. Elle me dit de la garder. Bon, je garde sa photo. Ce qui fait que je n'oublie jamais son visage parce que c'est lié à sa photo. Après, le souvenir est lié aussi à sa silhouette et à une sorte non pas pas de foulard, mais une sorte de cercou qu'elle mettait, voilà, une sorte de... Cette fille a disparu dans des conditions particulières. Disparu très vite. Dans l'année même où je l'ai connue. Donc elle a disparu. Mais elle continue de m'habiter de temps en temps. C'est pas que sa présence soit dure à supporter, non, c'est pas du tout. Elle est là et elle me sert un peu comme une sorte de phare. Quelque part, elle est un phare quelque chose, mais c'est assez léger. Donc, mais par contre, d'autres personnes ont disparu corps et bien, plus rien. Comme moi, j'ai disparu à des pans entiers de mon histoire. Bon, j'ai été comme, on peut dire, j'ai été exproprié, voilà. Donc, c'est ça le problème. Le problème, il se ramifie et devient presque, voilà, on est devant quelque chose. Alors c'est ça le truc, c'est parler d'abord pour essayer de ne pas être sous la coupe et sous assujetti à son registre vocal hérité de sa langue maternelle. À un moment donné, on a envie de se parler, à la manière de tous ceux qui parlent et qui, en utilisant cette lingua franca, arrivent finalement à prendre l'ascendant sur l'autre. En étant un peu dans l'aigu, un peu dans le côté un peu explosif, des consonnes, et voilà, j'y arrive pas, mais je peux pas dire que j'en suis loin, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis pas exactement dans le registre, j'allais dire médian, plutôt même infra de celui de ma langue maternelle, qui elle ne peut pas s'en aller. C'est acquis pour toujours. Il y a l'influence d'une sorte de ligne vocale qui elle devient la ligne principale. Après il y a des modulations qui partent de cette ligne là, mais la ligne principale continue de s'incarner en elle. Donc il n'y a pas moyen. Après on peut essayer, comme ça, on peut faire un peu éclater les consonnes, on peut les rendre un peu explosives, on peut, mais en faisant un effort. C'est pas dans la normalité, ce n'est pas dans l'expression habituelle, c'est un effort. Et donc le parler, c'est aussi être dans une opposition un peu à soi-même, à ce qui est l'habituel en soi, ce qui est finalement la chose dont on peut un peu s'être lassé et qu'on n'arrive pas
On n'arrive pas à mettre de côté ou à côté. C'est une chose qui est là. Donc le problème est, je sais pas s'il y a un problème. Alors, et le fait, est-ce que le mot problème a été créé pour parler d'une chose qui se refuse à soi, une chose qui demande un effort presque, enfin qui met en difficulté, ou est-ce que c'est un mot qui a été créé pour faire exister la difficulté, qu'avant il n'y avait pas de difficulté, comme on pourrait dire avant il y avait le paradis, il n'y avait pas. Et après l'expulsion, après je sais plus comment on appelle cette scène originelle, après la chasse, après avoir été c'est pas la sortie de Jérusalem, hein, je sais plus comment on dit, je l'avais mais je l'ai oublié. Donc on est entré en contact avec le réel. Est-ce que le réel il est conditionné finalement par la langue, par les catégories sémantiques, ou est-ce que le réel est totalement indépendant? Quand on envisage les choses en termes de problèmes, en termes de défis, et à ce moment-là, on les vit en termes de problèmes. Et quand on essaie d'exclure le terme de problème de sa langue, de ses catégories des catégories de perception, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que il n'y aurait pas de problème parce que comment dire, parce que en fait on pourrait dire qu'il y a une situation, puis il y a une réponse à une situation. La réponse peut être de plusieurs variantes, plusieurs aspects, donc plusieurs natures. Donc on peut répondre comme ci ou comme cela. Est-ce qu'on peut dire que il faut répondre? Il faut répondre ou on peut ne pas répondre aussi. Donc on répond pas. Donc si on répond accès à la nourriture, donc comment accéder à la nourriture? Si on appelle ça problème, ben ça devient un problème à résoudre. Si on appelle ça le chemin pour l'accès à la nourriture, on peut dire le chemin, ce chemin impose de faire ceci ou de faire cela, voilà, impose tout un parcours, tout un cheminement, une règle. On suit la règle, on s'adapte au fur et à mesure. Mais on ne dit pas, on pense pas que c'est un problème de l'accès, parce que ça fait partie de la règle elle-même. L'accès à la nourriture implique qu'il ne soit pas aisé. Donc voilà, chacun fait comme il peut, je sais pas simplement comment on peut. Donc il y a des catégories ou des concepts qui ne sont pas si éclairants, si intéressants, si aidants que cela. De toutes les façons, envisager les choses en termes de problèmes, en termes de solutions, il y a des problèmes qui ne sont pas, qui sont en fait des faux problèmes, des problèmes qui agiraient comme des sortes qui empêchent. Il y a des problèmes qui donnent l'impression d'être de vrais problèmes, hein, qui en fait ils cachent les vrais problèmes. Les problèmes les plus fondamentaux sont un peu dissimulés ou cachés ou rendus imperceptibles par des problèmes,
j'allais dire, des problèmes un peu, pas de faux problèmes, mais des problèmes par les faux semblants. Quelque part, cette chose m'apparaît difficile, cette conquête, cette réalisation, cette ambition m'apparaît, les choses, j'ai envie d'y arriver parce que ça va m'assurer, peut-être qu'on ne le voit pas comme ça au début, mais ça va m'assurer un certain degré de confort. Mais peut-être je ne vais jamais trouver mon être dans le confort. Ce qui est là déjà, ce n'est qu'une formulation. Ce n'est qu'une formulation. Moi, qui n'ai pas connu les piqûres des fourmis, je peux pas dire que j'aurais pu vivre dans n'importe quel contexte naturel. C'est pas possible. Les fourmis de feu, ou ce qui s'en rapproche, c'est extraordinairement préoccupant. J'ai eu droit à des fourmis ordinaires, que je voyais petits, transporter leur couvain, comme ça, je comprenais pas pourquoi, mais des fourmis qui ne mordaient pas, qui ne piquaient pas. Après, d'autres fourmis sont venues les remplacer. Elles, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas de mandibule. Pourtant, ils devaient en avoir, mais ça ne se voyait pas. Donc c'était des fourmis pas du tout agressives, qui allaient un peu partout, mais qui étaient très problématiques, parce qu'elles s'introduisaient n'importe où, et donc elles étaient très actives et très intrusives. Mais elles ne piquaient jamais, elles ne mordaient jamais. Mais par contre, j'ai découvert, quand on m'a parlé des fourmis qui piquaient, qui faisaient mal, qui avaient du venin, donc j'ai découvert que ces fourmis-là, elles étaient dans la maison, mais qu'elles se cantonnaient à un territoire, à un endroit dans lequel on ne vivait pas. Donc, par contre, quelqu'un d'autre, lui, avait ses fourmis dans ses lieux de vie, et donc il était fort incommodé. Donc, on peut dire que je peux vivre dans la nature, je peux vivre dans un certain... Le confort et l'inconfort, il faut mettre la personne à l'épreuve. Ce n'est pas une histoire de mots, c'est une histoire d'être dedans. C'est vrai que le confort est quelque chose de très souple, que l'on ne cesse la notion de modifier, d'arranger, de transformer. Il y a dans ce qui est tel un confort au présent peut devenir un confort plus tard. Je me souviens de... j'étais un peu dans la difficulté, mais ça me donnait des ailes, ça me transfigurait. J'avais envie de faire, d'arriver. Maintenant que je suis arrivé, je ressens plus la même satisfaction, la même émotion, le même emportement. Je suis comme, ça y est. Donc, c'est dans le désir que je me réalise, et non pas dans le désir à parvenir, à obtenir. C'est, voilà, je garde le désir un peu jamais accessible, jamais accompli. Donc je suis dans un désir à moitié satisfait, pour que je puisse continuer de ressentir un certain goût aux choses. Donc, si j'ai accès, voilà, donc je commence vraiment à perdre la présence, et voilà. Donc comment on peut un moment, donc c'est au fil, donc cette prise de parole, au fil des jours, au fil des mots, où tout un peu renverser l'ordre de présentation, pour retrouver une certaine, pour se reprendre un peu. Donc je me recentre sur ces deux notions, au fil des mots, en fait au fil des instants, et au fil des mots qui accompagnent les instants, ou des mots qui précèdent les instants.
y a toujours la question centrale qui est obligatoirement liée à l'être, cet être. Qu'est-ce qu'il représente? Quelle est la raison de son existence? A-t-il une utilité quelconque? A-t-il une fonction même? Cet être, pourquoi il est là où il est? On pourrait dire, tiens, je suis là où je suis, ben finalement, grâce à une démission, grâce à une sorte de sortie, en sortant de la vie, j'ai permis à d'autres d'y entrer. J'avais une place à moi, une fonction, et en refusant d'occuper cette fonction, ben je l'ai laissée à quelqu'un d'autre. La niche qui m'était destinée, elle a été occupée par quelqu'un d'autre. C'est totalement, c'est mathématique, c'est normal. Mais on peut dire ça. Est-ce que j'existe pour permettre à quelqu'un d'autre d'occuper une fonction? Ça, j'ai du mal à le comprendre. J'ai la concurrence des barbes. Il y a quelqu'un qui fait des chroniques, qui a une barbe noire, et qui est capable de faire appel à des tas de choses auxquelles moi j'aurais jamais accès. Comment il fait pour faire ses chroniques? Mais comment il les compose? Est-ce qu'il n'aurait pas un nègre? Comment il fait? Est-ce qu'il les pique? Est-ce qu'il est traversé? Est-ce qu'il se pique, justement? Est-ce qu'il a recours à des choses, à des aides d'inspiration, à des aides de création? Je sais pas, comment il fait? Ah, j'ai l'impression de toujours recourir un peu à la facilité. Ah, c'est facile. C'est trop facile. Et c'est monstrueux. Et c'est désolant. Je peux pas. Et la facilité, c'est ennuyeux. La facilité, c'est désastreux. Je fais les choses trop facilement. C'est quoi ça? Voilà, donc on peut revenir. Donc on revient à la question de quoi? Ai-je de la singularité? À quoi je sers? Si c'est pour un peu interpréter les mêmes scènes, être dans l'exposition de soi, l'exposition que tout le monde fait, bah, être un parmi des milliards, non, on aimerait, bah, c'est peut-être, on aimerait avoir un plus. Pas être un prophète ou quelque chose de ce genre, mais avoir quelque chose qui nous donnerait une sorte de valeur supplémentaire, voilà. Ou alors qui nous permettrait de se contenter, d'accepter d'accepter le réel tel qu'il est, mais parce que ce réel, il nous privilégie, voilà. J'ai droit à des privilèges auxquels la plupart des gens n'ont pas accès. Et c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais nommer ou désigner par privilège? Donc là, la question est là. وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم يا ناس جا دواه وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم يا ناس جا دواه وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح. Quand je parlais de registre vocal, là c'est une figuration, c'est un exemple de ce qu'est le registre vocal
quand on parle arabe. Bien entendu, c'est ça qui est intéressant, c'est que وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم يا ناس جماد وفي قلبي جرح قديم وفي قلبي جرح قديم يا ناس جماد On peut faire un peu dans une sorte de représentation comme ça, parce que toujours, et c'est ça la récurrence. La récurrence un peu trop présente, mais on peut rien faire. Il y a des choses auxquelles on s'est accroché, voilà, comme, voilà. Ça semble faire partie de notre paysage, on peut rien y changer. C'est pas nous qui avons choisi, d'une certaine façon, ce paysage-là. Si, par exemple, je sors la nuit et que finalement, il y a des lampadaires, le degré d'éclairage des lampadaires ne dépend pas de moi. À un moment, la municipalité a changé l'éclairage, a fait baisser l'éclairage pour, finalement, faire moins de rayonnement, etc., moins de pollution lumineuse, comme on dit. Mais, donc, c'est pas moi qui décide. Donc, finalement, de ce qui est dans mon environnement. Donc, je suis traversé par une chanson, par un air, par un refrain, et ce refrain, je l'ai acquis depuis toujours. Je l'ai acquis à ma naissance, presque. Je peux pas m'en défaire. Mais je l'ai chanté, je l'ai répété, bien avant de pouvoir y comprendre quoi que ce soit. Bien avant même de pouvoir m'y retrouver. Ça faisait pas partie de moi. Bah, évidemment, la blessure, on peut parler de la blessure originelle, quand j'ai quitté ma mère, quand on a coupé le cordon, quand on m'a coupé le prépuce, je pourrais comme ça faire remonter à des choses, mais je sais pas. Là, je dis comme ça, mais je n'ai pas réellement la sensation que ma blessure originelle, s'il devait y en avoir une, correspondrait à ces éléments-là. Donc, tout est... puisque je suis limité dans la connaissance que j'ai de moi-même. Alors, je reviens toujours aux mêmes figures, aux mêmes faits. Bon, ça démontre qu'il y a un vide, qu'il y a un problème, qu'il y a une absence, qu'il y a un vide que je ne peux pas combler. Donc, il y a peut-être une blessure, ou peut-être qu'il n'y en a pas, là aussi. Donc, mais je commence à parler de cœur blessé, au fi qalbi, et dans mon cœur, il y a une blessure ancienne. Comment je vais faire pour la guérir, ou pour le guérir, ou pour m'en défaire? Au fi qalbi, dans mon cœur, se trouve une blessure ancienne. Oh, Jean, comment vais-je faire pour le guérir? Bien entendu, vieille blessure, on peut pas la guérir. Plutôt on la garde. Ça devient une partie de soi. Sans cette blessure, je suis pas tout à fait moi-même. C'est cette blessure qui m'a construit en partie. Cette blessure est fondamentalement, j'allais dire, constitutive de mon être. Voilà, c'est comment je vais faire. Donc, voilà comment je dois finir, je dois arrêter. Au fil des mots,
il y a les êtres meurent et les mots demeurent, les mots vont demeurer. Alors on utilise des mots auxquels on ne comprend pas grand-chose, on les reprend, on les réutilise, on les ordonne, on les place, mais sans réellement savoir ce qu'il en est. J'ai une utilisation presque intuitive des mots, mais est-ce que je comprends réellement la signification et toute la filiation et tout le background des mots que j'utilise? Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà donc quelque chose au fil des jours. Et on est le témoin un peu impuissant. Voilà, témoin impuissant des jours qui passent. Alors aujourd'hui, voilà, il y a du vent, mais il y a du soleil. Alors, malgré tout, il y a un rapport de cause à effet, il y a de la lumière dehors, ben ça se reflète à l'intérieur. Il n'y a pas de mystère. C'est automatique. C'est garanti, on vit de la lumière. On vit à tous les niveaux, évidemment, on le sait. La lumière, c'est la base de la totalité. Et donc, pour pouvoir cheminer lentement tout au long d'une journée, passer d'une heure à une autre, on puise notre force dans la lumière, dans cette lumière offerte sans compteur intelligent ou pas. C'est offert à tout le monde. Voilà un côté universel, voilà un côté, j'allais dire, transversal. Cette lumière est démocratique, bien entendu. Alors, quoique, il y a des gens qui n'ont pas de fenêtre, ou presque, qui n'ont pas accès à la lumière du jour. Ça se trouve un peu emmuré, un peu parce que les conditions d'existence font que certaines personnes n'ont pas accès à la lumière parce qu'ils vivent à des niveaux, je veux dire, à des niveaux presque souterrains quelque part. Mais dans la majorité, il suffit de se pencher à la fenêtre, ou il suffit de sortir de ses choix pour pouvoir justement jouir et puiser dans cette lumière sans avoir besoin d'autorisation, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Il n'y a pas de TVA sur la lumière du soleil, il n'y a pas de déclaration de revenus. Faites une déclaration. Vous avez puisé tant votre, j'allais dire, votre compte et je sais pas, on pourrait dire votre quota a été puisé. Non, il n'y a pas de ça. Voilà. Donc c'est ça. Alors tout dépend de plein de choses. Au fil des jours, on observe. Et donc le témoin impuissant, il est là. Alors le destin comme volonté et comme puissance, c'est beau. Et ça fait une phrase cohérente, d'accord, mais en réalité, dans la réalité de l'être, c'est loin d'être aussi comment dire, c'est peut-être réel dans une configuration mentale, mais dans la réalité, dans d'autres réalités, dans la réalité courante, ce n'est pas aussi ça ne s'harmonise pas. Le destin comme volonté. Parce qu'obligatoirement, il y a la maturation de soi. Comment on parvient
comment on parvient à construire un destin. C'est pas le destin qu'on nous imposerait, c'est le temps qu'on passerait à mettre en place le projet, son projet de vie. Ça peut prendre la vie entière. Donc, le destin comme volonté, la volonté. On peut avoir de la volonté, mais cette volonté, elle est facile, quelquefois, à faire chanceler. Une volonté chancelante. Une volonté un peu titubante. La volonté est là, mais elle est faillible. Et qu'en puissance, la puissance que l'on a, soi-même, on n'est pas puissant par essence. On est puissant dans le fait de pouvoir s'associer à d'autres. Notre puissance réside dans le fait de créer l'adhésion. Un tel ou un tel adhère à mon projet, ce qui fait que mon projet, il a des chances de se réaliser parce que je profite de la force et de la contribution d'autres. J'ai besoin de l'énergie d'autres. Donc, moi-même, je peux déclarer seul, dans mon splendide isolement, je peux déclarer le destin comme volonté, comme puissance. Et après, rien n'existera à part cette phrase. Cette phrase servira peut-être à d'autres, mais moi, j'en ferai rien. Voilà, Donc là, le destin que l'on nourrit avec de bonnes choses, ou que l'on avec de mauvaises choses. Alors, après tout, là, encore une dernière interrogation, c'est le destin de soi, évidemment, soi est toujours le même problème. Donc, je suis fatigué, je décroche, donc c'est pour ça que Et quelquefois, on a la force pour tenir pendant beaucoup de temps. Quelquefois, on n'est pas capable d'aller plus loin parce que même si la chose est est potentiellement très porteuse, mais au fil des jours, je respire et je sens rien. C'est vrai, souvent on dit, tiens, l'être humain, il lui manque ceci, cela, la liberté, l'équilibre, la sécurité, le sentiment, je sais pas quoi, mais les odeurs. Je suis dans un environnement sans odeur. Je me rappelle le jour où finalement, voilà une chose qui est, je peux signaler, mais sans trop la détailler. Je suis allé sentir le fumier du cheval. Parce que, où j'ai mis mes pas dedans, je sais pas. Mais, ça fait partie de la palette olfactive qui peut nourrir les nostalgies de chacun. Sentir la palette des odeurs. Alors, c'est pas une seule odeur, c'est plusieurs odeurs. Et les odeurs, un peu, même pour nous qui sommes si peu favorisés à ce niveau-là, mais les odeurs, ils marquent. La mémoire est marquée par les odeurs. Les lieux sont marqués par les odeurs. Les liens, peut-être, à des gens sont marqués aussi par des odeurs. Alors, un univers qui est le mien, un univers dans lequel il y a du son, il y a j'entends, je parle, je touche, etc., mais je ne sens rien. Voilà. Donc ça me manque. Voilà, pour finir sur une chose. Alors, c'est pas le monde du silence, et même pas le monde de l'obscurité, c'est un autre type de silence, un autre type d'absence, un autre type de néant.
voilà, ça devient, enfin, on peut appeler ça un néant olfactif. Voilà, c'était ça, donc c'était quelque chose au fil des jours, au fil des mots. À bientôt.